Whoa! Well, howdy, and welcome to another episode of The Hat Historian. In this video, I'll be talking about a hat that evokes America, the Old West, and the great open spaces around the world. The cowboy hat. Un symbole fort de l'Ouest américain, ce chapeau au rebord large, à la forme si reconnaissable, peut être considéré comme le chapeau national des États-Unis. Surtout porté dans le Midwest et le Sud-Ouest par des ouvriers agricoles, des éleveurs et toute autre personne travaillant beaucoup à l'extérieur, il s'est répandu pour devenir un élément d'uniforme de police, un accessoire de mode de tenue formelle dans les États de la frontière, et porté à des concerts de musique country ou par quiconque veut évoquer un certain style à la western. Il est souvent porté de la même façon par les ouvriers du nord du Mexique et du centre du Canada, des pays qui ont des forts liens culturels et des climats comparables aux États-Unis. Dans le reste du monde, le chapeau de cow-boy fait partie du stéréotype américain, comme le béret pour la France, le chapeau melon pour l'Angleterre ou l'Ushanka pour la Russie, et parfois porté par ceux qui veulent se donner cette image. Mais les origines de ce chapeau viennent de l'usage qu'en font encore beaucoup de ses porteurs, un simple accessoire de travail. Comme je l'ai dit auparavant, les gens, particulièrement dans les campagnes où ils passent beaucoup de temps dehors, ont porté des chapeaux à large port depuis la nuit des temps. Les paysans de la Grèce antique portaient des pétassos, qui protégeaient du rude soleil méditerranéen, et qu'il fut répandu de par l'Empire romain par sa conquête de la Grèce. Relativement plus récemment, des grands chapeaux furent populaires pendant la Renaissance. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le tricorne, ceux-ci avaient le bord souvent replié sur le côté, soit pour des raisons de style, ou pour des raisons pratiques, comme on le voit sur les mousquetaires. Repliés trois côtés est la façon dont le tricorne fut créé. Ces grands chapeaux furent particulièrement portés près de la Méditerranée, où le climat ensoleillé demande de la protection. Un reste de ces chapeaux traditionnels est le cappello romano, qui fait parfois partie de la tenue du clergé catholique. Mais un autre endroit où ce type de chapeau fut porté était l'Espagne, ce qui est important ici dû à leur colonisation des Amériques. Sous les climats ensoleillés du Mexique et du sud des États-Unis, porter un chapeau était nécessaire, particulièrement avant l'invention des crèmes de protection solaire. Des colonisateurs venus des territoires espagnols et britanniques portaient souvent des grands chapeaux mous, en feutre ou en paille, inspirés de styles venant de leur pays d'origine. Les Espagnols portaient souvent des chapeaux de pailleron qui, combinés avec des techniques de fabrique locales, évoluèrent pour devenir le célèbre sombrero et ses variations, très souvent portés par les vaqueros qui parcouraient les larges plaines de l'Ouest américain. Entre-temps, dans le sud des États-Unis, des chapeaux mous en feutre étaient populaires pour de raisons similaires. Ils n'avaient pas une apparence particulièrement uniforme, mais avaient généralement une calotte pincée par l'action de le tenir, et les rebords très très larges. Beaucoup de soldats confédérés préféraient porter ce type de chapeau plutôt que le képi réglementaire, et il fut adopté par les officiers de cavalerie de l'Union. Avec l'expansion des États-Unis vers les territoires de l'Ouest, avant et après la guerre de sécession, les colons américains et les vaqueros mexicains commençaient à se rencontrer et s'influencer, y compris leurs couvre-chefs. Mais avec la migration de masse vers l'Ouest après la guerre, le chapeau le plus courant n'était pas en fait le chapeau de cow-boy, ou même les chapeaux mous qui sont ses ancêtres, mais le chapeau melon. Les grands chapeaux étaient portés par des éleveurs et des paysans, regardés avec dédain par les citadins. Malgré ceci, la demande pour des grands chapeaux solides pour protéger la tête des éléments n'a fait qu'augmenter. Et en 1865, un chapelier de Philadelphie créa un chapeau légendaire qui fut la base du chapeau de cow-boy moderne. John Stetson et son Boss of the Plains. John Patterson Stetson est né en 1830, fils d'un chapelier du New Jersey. Lorsqu'il était jeune, il tomba malade de tuberculose, et les médecins ne lui donnaient pas une longue espérance de vie. Voulant profiter du temps qu'il avait, il est parti voyager dans l'Ouest encore sauvage, où il rencontra des pionniers, des ranchers, des éleveurs et autres cow-boys. À l'époque, il portait toute une variété de couvre-chefs, allant de casquettes en peau de raton laveur, au chapeau melon et au grand chapeau de paille. Chacun avait ses inconvénients, n'étant pas assez étanche, ne protégeant pas assez du soleil, étant trop fragile. Stetson, lui-même chapelier, vit une opportunité et réfléchit à créer un chapeau universel qui pouvait satisfaire ces rudes hommes. S'installant à Philadelphie avec sa propre fabrique, il créa en 1865 un chapeau en feutre avec une construction serrée, un sommet bombé pour donner de l'isolation, et un large rebord pouvant protéger du soleil et de la pluie. La construction en feutre le rendait étanche, au point que des publicités montraient un homme donnant à boire à son cheval avec son chapeau, image encore utilisée par la compagnie, et le rendait solide pour le rude travail. Il lui donna le nom « Boss of the Plains », chef des plaines, et il fut immédiatement un franc succès. Et comme son nom était imprimé à l'intérieur, Stetson devint synonyme de chapeau de par l'Ouest. Je noterai en passant que, malgré la mort prématurée prédite par ses médecins, Stetson ne s'éteint qu'à l'âge de 75 ans, respectable pour l'époque, finissant sa vie riche, aimé de ses employés car un patron sympathique et honorable, et voyant son nom devenir célèbre. Le Boss of the Plains était à l'origine vendu ouvert, c'est-à-dire sans pli dans la calotte et avec le rebord plat. Pendant les premières décennies de son existence, les propriétaires avaient tendance à le laisser ainsi.
Mais avec l'usure normale qui vient avec l'utilisation, il commençait à prendre des formes uniques, avec des plis formés par l'acte de le saisir pour le mettre ou l'ôter, ou son rebord replié pour l'adapter à son utilisation. Signe d'un homme qui travaille dur, ces plis commencèrent à être portés avec fierté, et les cow-boys donnaient à leurs chapeaux des formes distinctes selon les styles locaux. On disait que dans certaines régions, on pouvait identifier le ranch où travaillait un cow-boy rien qu'en regardant son chapeau. Il remplaçait parfois aussi le ruban simple qui entourait le chapeau avec des bandes en cuir décorées ou tressées, selon leur goût. Les opportunités pour personnaliser son chapeau étaient quasiment infinies, et très vite les fabricants commencèrent à en fabriquer préformés en divers styles. Le premier populaire fut le Carlsbad ou Gus, mais beaucoup d'autres styles furent développés, chacun avec son nom propre. Entre autres, l'avant pincé, mon préféré, que je porte, le Montana, le Brick, le Parieur, et le plus populaire aujourd'hui, le Cattleman. Mais il y en a aussi d'autres, et il est encore possible d'acheter un chapeau ouvert et de lui donner le style qu'on veut. La forme du rebord, avec ses côtés relevés, vient quant à elle de la pratique de le replier pour éviter de le gêner en lançant un lasso, ce qui donne au chapeau sa forme connue aujourd'hui. Avec son succès grandissant, particulièrement dans les États du Sud comme le Texas, d'autres fabricants commencèrent à faire des coiffes similaires. Pour des climats plus chauds, ils en faisaient en paille. Des versions, souvent avec la calotte Montana, parfois comparée à un presse-citron, furent adoptées par l'armée. Lorsque l'épave de l'USS Maine, coulée en 1898, fut renflouée en 1912, un Stetson fut trouvé dans sa cale. Une fois nettoyé de la boue et des algues qui le recouvraient, il avait l'air neuf malgré 14 années passées sous l'eau, ce qui renforça sa réputation. Mais cet article de travail devint un vrai symbole de l'Ouest avec des hommes du spectacle comme le célèbre Buffalo Bill et son Wild West Show. William Buffalo Bill Cody, qui avait passé sa jeunesse dans l'Ouest sauvage, parcourut le monde avec son spectacle, montrant une version romantique du Wild West, et portait, avec ses autres acteurs, un grand Stetson qui devint une partie inoubliable de l'image populaire de l'époque. Plus tard, cette image fut renforcée par l'un des types de films les plus influents de l'histoire du cinéma, le western. Les premières stars, comme Tom Mix, portaient des grands chapeaux, souvent un peu exagérés. Et bien sûr, par la suite, les légendes John Wayne ou Clint Eastwood en portaient dans leurs westerns. À cette époque, grâce à ces films, le chapeau de cow-boy devint indissociable du Far West, et de par le monde, de l'Amérique. Les enfants en portaient pour imiter leur héros du grand écran, et tous les hommes rêvaient au fond d'eux d'être un mystérieux cow-boy. Cette popularité le fit dépasser ses humbles racines de chapeau d'éleveur du sud-ouest américain, et il commença à s'étendre à d'autres classes sociales. Des citadins, des hommes d'affaires texans, et particulièrement des hommes politiques, commencèrent à le porter pour symboliser leur fierté régionale. Les célèbres Texas Rangers, comme Walker, firent du chapeau de cow-boy un élément de leur tenue officielle, et d'autres forces publiques adoptèrent des chapeaux similaires. De la même façon, beaucoup de chanteurs country en portaient pour renforcer leur image. Il traversa aussi les frontières, portés par des paysans au Mexique et dans le centre du Canada. Et en théorie, le célèbre chapeau marron des Mounties canadiens est officiellement un Stetson. Bien que les hommes ne portent pas de chapeau autant qu'autrefois, d'une certaine façon, le chapeau de cow-boy est un peu une exception. Dans son usage utilitaire, il est encore très populaire parmi les rancheurs, les paysans et d'autres ouvriers qui travaillent dehors dans l'Amérique rurale, à la fois dans ses versions de paille et de feutre, afin de protéger son porteur des éléments, ce qui est son but d'origine. Comme icône culturelle, il est très présent, comme dans des spectacles de rodéo, ou même des centres d'affaires dans des endroits comme le Texas, par des hommes qui essayent de projeter une image de travailleurs proches de ses employés, ou encore par des hommes politiques qui veulent montrer une ruralité traditionnelle. Même des présidents américains, d'Eisenhower à Johnson, à Reagan, à Bush, les portaient de temps en temps. Et il reste un élément clé des concerts de musique country, même en dehors de son centre traditionnel, avec des chanteurs comme Garth Brooks ou Shania Twain en étant souvent affublés. Certaines séries néo-western en donnent souvent à leur personnage principal. Bien que d'autres pays ensoleillés comme l'Australie, l'Argentine ou la Colombie ont aussi des grands chapeaux à large rebord, ils ne sont pas aussi célèbres ou universellement reconnaissables de par le monde que le Stetson. Chapeau national américain, la popularité du chapeau de cow-boy a peu de chances de se ternir, et il a mérité sa place dans l'histoire. J'espère encore une fois que vous avez trouvé tout cela intéressant et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.